Nous allons commencer avec Benoît Pellistrandi, qui est professeur de chaire supérieure au lycée Condorcet, où il enseigne l'histoire aux Hippocagneux et aux Cagneux. Spécialiste d'histoire de l'Espagne contemporaine, il a publié en 2022 Les fractures de l'Espagne chez Gallimard, collection Folio Histoire. Il est, par sa fonction d'enseignant, généraliste. Membre du comité de rédaction de commentaires, il est membre de l'Observatoire Foi et Culture depuis 8 ans. Il est aussi président de la Société des Amis d'Henri Irénée Marrou, ce qui le désignait, bien entendu, pour commencer cette réflexion fondamentale. Benoît. Merci beaucoup Isabelle, merci à tous. Alors, à l'origine de ce colloque et de son thème, il y eut le choc du 24 février. Le retour de la guerre en Europe, avec la montée aux extrêmes orchestrée par les actions du pouvoir russe, depuis la dissolution de l'ONG Memorial, qui avait été fondée en 1989 et qui était présidée à l'époque par Andreï Sakharov, et qui était la plus ancienne organisation non gouvernementale russe, jusqu'au discours du 21 février 2022 de Vladimir Poutine. Comme le rappelle Nicolas Werth dans son opuscule Poutine, historien en chef, publié dans la collection Tracts chez Gallimard en mai 2022, Memorial avait œuvré pour une approche scientifique de l'histoire, prôné l'élaboration d'une mémoire nationale permettant de regarder en face les pages les plus sombres du passé et de comprendre les mécanismes des répressions de masse de l'époque stalinienne face au silence grandissant des autorités sur ces crimes. Fin de citation. Au même moment, vous vous en souvenez, en France, nous étions embarqués dans une campagne présidentielle dans laquelle la question de l'histoire était portée comme un étendard par un candidat de la droite radicale, Éric Zemmour. Le scrutin de 2022 était présenté par lui comme un choix de vie ou de mort pour la civilisation française. Fort du succès de librairie de ses ouvrages, qui mélangeaient politique et histoire, Éric Zemmour voulait mobiliser une certaine identité française pour le porter, sinon à la présidence, au moins au leadership des droites françaises. Cette utilisation de l'histoire, Paul Valéry, mieux que quiconque, l'avait dénoncée. Je cite « L'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. Ses propriétés sont bien connues. Il fait rêver. Il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient leurs vieilles plaies, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution, et rend les nations amères, superbes, insupportables et vaines. L'histoire justifie ce que l'on veut, elle n'enseigne rigoureusement rien, car elle contient tout et donne des exemples de tout. » Cette disqualification n'était pas chez Paul Valéry un mouvement d'humeur. Il s'agissait bien d'une défiance à l'égard d'une discipline fragile dont les fondements manquaient même d'assurance. Dans ses fameux cahiers, Valéry écrit « Les événements sensationnels, critiques, ont en général un intérêt infiniment moindre, extrêmement moins universel que les événements fonctionnels normaux. D'abord, ceux-ci sont continuels, fondamentaux, ils sont toujours. » Et encore, on trouve cette autre formule, histoire, bandeau d'images grossières mis sur les yeux qui l'empêchent de voir la présente réalité. Inutile de multiplier les citations, la démonstration n'a pas besoin de s'éterniser. Penser l'histoire comme une pathologie, et la formule est là encore de notre auteur, est sans doute une étape indispensable pour réfléchir aux troubles et aux déchirures qui affectent l'Europe. Pour autant, peut-on se résigner à cette dérive alors que le travail professionnel de l'historien tend au contraire à démythologiser le passé et à le rendre intelligible à ses contemporains, extérieur aux réalités du passé? Aussi, l'apport de Henri Irénée Marrou dans De la connaissance historique, paru en 1954, m'apparaît-elle comme un antidote, à commencer par cette expression du titre « connaissance historique » qui vient contourner la difficulté propre à la langue française de la confusion entre histoire
avec un H majuscule comme mouvement du temps, et histoire, petit h, comme science savante. Alors l'histoire est-elle une pathologie? Les malheurs de l'Europe, sa ruine totale, sont dus au système des nations, issus des souverainetés personnelles, qui ont légué à des entités juridico-historico-politiques des caractères d'individus, avec tout ce que de tels caractères entraînent de mauvaise conscience, de volonté, de puissance jalouse. Ces individualités se sont affirmées, définies et de plus en plus opposées grâce à une minorité d'hommes instruits, professionnels de l'histoire et de la politique, disposant de l'enseignement et de l'influence, qui ont cru et fait croire à l'existence réelle et non fiduciaire d'antagonismes essentiels. Comment ne pas souscrire à cette analyse de Paul Valéry? Et tant pis si cela blesse notre orgueil national, mais on connaît tous les premières lignes des mémoires de guerre du général de Gaulle. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Ce qu'il y a en moi d'affectif imagine naturellement la France telle la princesse des contes ou la Madone aux fresques des murs, comme vouée à une destinée éminente et exceptionnelle. Oui, les nations sont des êtres vivants et incarnés. La France, la Russie, voire la Grande Russie, la Pologne et désormais l'Ukraine. Sous nos yeux, nous assistons à la naissance d'une nation, au sens donné par les sciences sociales à cette expression. Les historiens, entre les années 1980 et 2010, ont étudié ces processus de nationalisation, c'est-à-dire la manière dont, à la faveur de la révolution libérale, qui proclame le peuple souverain et érige la nation en entité fondamentale, fondatrice et fusionnelle, les différents peuples d'Europe se sont construits une identité en mobilisant la langue, l'ethnie, le paysage, les cultures populaires et bien entendu le passé. Une continuité a été fabriquée, attention, à partir d'éléments concrets qui aboutissaient à l'affirmation d'une histoire nationale. En France, l'effort commença consciemment avec Jules Michelet, se poursuivit méthodiquement grâce à l'enseignement et à l'université de la Troisième République et s'est enseigné dans les écoles sous l'autorité d'Ernest Lavis, l'instituteur national, comme l'a appelé Pierre Nora. Ce fut la fiction de nos ancêtres les Gaulois. Paul Valéry est exactement le contemporain et le témoin de cet effort et de cette conception de l'histoire qui, à la différence des mythes et des romans, manifestait son ambition scientifique. L'école positiviste, à laquelle Ernest Lavis empruntait sa méthode, reposait sur le recensement des documents écrits et le recours aux sources établies de manière critique et érudite. Il ne s'agissait nullement d'une imagination, mais bien d'un travail d'exhumation du passé national. Pour le dire avec Raymond Aron, les historiens cédaient, je cite, à l'illusion rétrospective de la fatalité, c'est-à-dire à l'inévitable biais téléologique qui voyait dans le cours de l'histoire nationale un chemin ascendant jusqu'au présent. Le XIXe siècle, consacré siècle de l'histoire, ordonna à cette culture du passé et la légua au XXe et en partie au XXIe siècle. Nous en sommes tributaires. Tout dans notre culture européenne s'organise et s'analyse au prisme de la nation et de son histoire. C'est le référent de nos principes démocratiques et le principe de la citoyenneté. L'appartenance à une nation nous institue comme sujet souverain. Cela suppose une adhésion à ses traditions, quand bien même notre origine n'est pas ethnique. Nous sommes là face à la question des limites de la communauté nationale. L'universalisme français avait d'ailleurs tranché, et français, celui qui veut être français, par adhésion aux valeurs politiques du pays. Ce fut d'ailleurs le cas sous la Révolution française, et vous savez que les révolutionnaires avaient donné la nationalité française à un certain nombre de libéraux éminents, notamment américains, héritiers de la Révolution de 1776. Et soit on était français par adhésion aux valeurs politiques du pays, ou par accueil dans la communauté nationale. C'est le droit du sol. Et telle est aujourd'hui la difficulté. L'entrée dans la communauté française ne suppose pas forcément la maîtrise des
voire encore l'adhésion aux valeurs républicaines. Les tensions politiques autour de l'identité française, ses formes, ses manifestations, ses définitions, naissent de cet écart croissant qui introduit dans le corps civique un malaise existentiel. Le nationalisme allemand a proposé une autre solution, la langue. Est allemand celui qui parle allemand. Si dans une première période, ce slogan servit pour mobiliser les libéraux qui rêvaient d'une unité nationale qui donnerait naissance à une communauté démocratique, on sait les dérives autoritaires et ethnico-raciales de cette idée, bien loin d'être anodine. Le pangermanisme hitlérien est né d'une lecture enivrée de Herder. Et Linz, la ville autrichienne près de laquelle est né Hitler en 1889, devait être une des 5 villes symboles du Reich, aux côtés de Berlin, Munich, Nuremberg et Francfort, et aurait dû être livrée aux créations architecturales d'Albert Speer. Or, la nation n'est ni une réalité naturelle, ni un donné, mais bien une construction. Des textes essentiels et discutables, comme ceux de Eric Hobsbawm sur l'invention de la tradition et de Benedict Anderson sur les communautés imaginées, ont ouvert la voie à de très nombreux travaux sur l'invention de la nation. On y recensait la construction des récits nationaux, qu'on s'est mis d'ailleurs à appeler roman national, reprenant une fois encore de manière sans doute implicite un terme utilisé par Paul Valéry lui-même. Dans sa pensée « L'histoire est une pathologie et non une physiologie », Paul Valéry ajoute « et de même les romans ». Et de même les romans. Et on a beaucoup insisté sur la mise en forme d'une histoire nationale et sur, de fait, l'anachronisme des termes France, Espagne, Allemagne, Russie, Italie, pour désigner ces espaces en des temps où ils ne s'appelaient pas ainsi. Tout renvoie alors à la critique de Valéry, l'engendrement de faux souvenirs, l'entretien de vieilles plaies, le délire des grandeurs, et les nations deviennent en effet amères, insupportables et vaines. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de montrer dans mon étude de l'indépendantisme catalan comment la Catalogne avait été victime de ce double empoisonnement nationaliste et historique. En mars 2013, Vladimir Poutine déclarait devant le premier congrès de la Société russe d'histoire militaire, je cite, « La principale ressource de la puissance et de l'avenir de la Russie réside dans notre mémoire historique. » Comment mieux exprimer cette utilisation du passé comme instrument de politique et de justification? Le passé devient le carburant de la passion nationaliste. Aucun pays d'Europe n'a échappé à cette tentation, même pas la Suisse. Même pas la Suisse. Les historiens suisses disaient les faits, toujours les minorer, et les grandeurs, toujours les exagérer. Et la mise en forme par les États des histoires nationales présente partout en Europe des similitudes au moins formelles. Le Panthéon à Paris ou l'abbaye de Westminster à Londres rappellent l'importance des figures d'incarnation. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Et sur les bords du Danube, un peu à l'est de Ratisbonne, on trouve le Walhalla. Voulu par Louis Ier de Bavière, ce temple grec a vocation à rassembler le souvenir des femmes et des hommes qui ont fait l'Allemagne. Énumérer toutes les personnalités honorées est impossible. Pêle-mêle s'y trouvent des musiciens, Mozart dès 1847, qui est la date d'ouverture du Walhalla, Wagner en 1913, Bach en 1916, Brahms en 2000. Des militaires, des politiques, Konrad Adenauer en 1999, Sophie Scholl en 2003. Des philosophes, Kant dès 1847. Des religieux, Erasme en 1847, Luther en 1848, Edith Stein en 2008. Des peintres, Rubens, Van Dyck. Cette revendication par-delà la nationalité, Guillaume III d'Angleterre par exemple, cet enracinement dans le lointain Moyen-Âge avec Frédéric Barberousse et Frédéric II, pour arriver jusqu'à l'époque contemporaine, Albert Einstein par exemple, entend bien proclamer matériellement et symboliquement l'existence d'une unité allemande, indépendamment de sa traduction politique, ou plutôt préexistant à celle-ci.
Vous le savez, Napoléon III fit de Vercingétorix l'ancêtre des Gaulois. Quelques années plus tard, les Allemands, réunis en un deuxième Reich, choisirent en Arminius, le vainqueur des Romains en 9 après Jésus-Christ, leur origine commune. En Espagne, la mémoire du roi Pélage, vainqueur des musulmans en 722, celle du Cid, un chef militaire au service du roi de Castille au XIe siècle, permettent aussi de mobiliser une histoire nationale sur la longue durée. Toujours au XIXe siècle, la création de musées nationaux, souvent à partir des collections royales, qui sont mises ainsi à la disposition du public, accompagne la notion de culture nationale. Depuis plus d'un siècle, les critiques et les savants forgeaient des histoires littéraires nationales, d'où naissaient des écrivains nationaux, qui portent le verbe et la chair de la nation, pour reprendre l'expression d'Anne-Marie Thiès dans son étude sur la fabrique de l'écrivain national. Shakespeare au premier rang, Cervantes, et puis la triade classique française, Corneille, Molière, Racine, Goethe pour l'Allemagne, Manzoni en Italie, ne sont plus seulement des auteurs, mais des monuments nationaux. Songez aux instituts Goethe allemands, à l'Institut Cervantes français, et on pourrait prendre un exemple chinois qui est l'Institut Confucius. Dans les lieux de pouvoir, les grands tableaux historiques donnent à voir l'histoire de la nation. La galerie des batailles à Versailles, voulue par Louis-Philippe, commence avec la bataille de Tolbiac en 496 et s'achève avec celle de Wagram de 1809. Ce sont 33 victoires françaises qui racontent la continuité et la gloire française. On retrouve le même dispositif au Palais du Sénat à Madrid. L'histoire est le réservoir des grandes heures de la nation. Sur un fond de vérité, elle mobilise un répertoire de souvenirs qui deviennent communs à tous. Si on ajoute à cela l'œuvre d'enseignement qui lui aussi se met en place au cours du XIXe siècle, on a le dispositif complet des mécanismes de nationalisation d'une collectivité. À cela s'ajoute en plus le développement non pas de l'imprimerie, mais des imprimés, avec les images, en France les fameuses images d'Épinal, mais ensuite les images dans les manuels scolaires, et tout ça finit par créer effectivement un fond commun de souvenirs partagés. Par l'instruction et les images, par le discours et la répétition, nous nous pénétrons de ce qui devient notre histoire et dont on nous dit qu'elle est aussi notre identité. Les tombeaux deviennent des lieux de cristallisation d'une mémoire historique. Ils sont un enjeu d'incarnation. Si André Malraux pouvait célébrer Jeanne d'Arc sans sépulcre et sans portrait, qui savait que le tombeau des héros est le cœur des vivants, combien d'autres, en revanche, ont fait des mausolées des lieux de pouvoir, à commencer par le mausolée de Lénine sur la place Rouge à Moscou. Vous le savez, les bolcheviks ont immédiatement conservé le corps de Lénine et ont même songé dans un premier temps à le cryogéniser dans l'espoir que la science permettrait de le ressusciter. Et combien les tombeaux sont soumis aux aléas de la politique. Je ne ferai pas allusion à l'exhumation du général Franco, peut-être que Pablo le fera tout à l'heure, mais il y a eu à Sofia, en Bulgarie, en 1999, la destruction du tombeau de Georgi Dimitrov, dirigeant communiste bulgare, et il y a eu des polémiques. Alors le corps avait été retiré dès 1990, mais ensuite le mausolée a été détruit, alors que certains historiens de l'art disaient qu'il faut absolument sauvegarder ça comme témoignage du réalisme socialiste. Le XXe siècle a légué à l'Europe une autre forme d'enracinement mortuaire, les grands cimetières militaires du premier et du second conflit mondial. En France, à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, la nécropole nationale de Lorette, qui déjà symbolisait, aux côtés de l'ossuaire de Douaumont, le poids tragique porté par la population et la terre française, s'est retrouvée dotée d'une signification enrichie avec l'anneau de la mémoire, où sont inscrits, sans différence de nationalité et par ordre alphabétique, le nom des 579 606 tués sur les 90 kilomètres du front du Nord et du Pas-de-Calais entre 1914 et 1918. Après 1945, avaient été ajoutés à cette nécropole nationale 4 cercueils, celui du soldat inconnu de 1939-1945, le soldat inconnu de la guerre d'Indochine,
le soldat inconnu de la guerre d'Algérie et une urne avec de la cendre provenant des camps allemands pour rappeler déportés et exterminés. On sait aussi combien les États-Unis accordent d'importance aux cimetières des militaires tombés en Europe. Et vous savez d'ailleurs qu'ils jouissent d'un privilège d'extraterritorialité. Dans cette expérience très singulière, les nations ont à la fois célébré leurs héros, rendu hommage à ces vies brisées et orienté la pédagogie de ces espaces en fonction d'une ambition de mémoire qui progressivement est devenue un projet de paix et de réconciliation. Il faut, je crois, mesurer, quand on est à Lorette, ce que signifient en effet ces champs de bataille. Pendant 4 ans, le front stabilisé et l'anneau de la mémoire un siècle après. Mais il a fallu un siècle. L'anneau de la mémoire ne s'est pas fait en 1919. Il n'y a pas de construction nationale sans un effort conscient pour condenser le passé dans un récit. Ce récit est politique par nature. Il enracine dans la légitimité que confère la durée la communauté nationale. Aussi dépend-il de la position de la nation au moment où s'opère cette fabrique. Quand un État est dominant, il explique son hégémonie. S'il décline, le voilà pris au piège de la décadence. L'histoire dépend du présent en ce que la position relative d'une communauté nationale conditionne la perception de ce présent. La critique de Paul Valéry, qui était systématique, oublie de pointer cette dépendance. Et nous sommes aujourd'hui bien placés, nous en France, pour sentir ce basculement d'une histoire qui était jusqu'à présent vécue un peu comme un aboutissement, et au contraire, là, nous basculons dans ce qu'on a appelé un peu rapidement peut-être le déclinisme. Les histoires rédigées après une défaite portent souvent la marque d'un désir de revanche et sont le préalable à la renaissance du nationalisme. À cet égard, la situation actuelle de la Russie est caractéristique de cette soumission du discours historique à la dimension géopolitique. On le sait, 1991 est vu par Poutine comme la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, tandis que nous, Européens de l'Ouest, nous voyons cette année comme une libération. Il a fallu aussi plus de 40 ans pour qu'un président allemand, le très remarquable Richard von Weizsäcker, puisse dire que 1945 n'était pas seulement la défaite du nazisme, mais aussi la libération des Allemands. Les histoires sont d'abord des histoires nationales. La proximité explique que ce soit au sein d'une communauté identifiée politiquement, juridiquement, linguistiquement, culturellement, et pour tout dire émotionnellement, que surgisse d'abord cette envie de mise en forme du récit historique. Apparaît alors le paradoxe de cette démarche. Il a fallu du temps, de l'expérience accumulée, pour que naisse ce cadre qui donne naissance à l'histoire. Celle-ci s'autogénère, pourrait-on dire. Est-elle pour autant la pathologie que dénonce Paul Valéry? Ou est-elle toujours une pathologie? L'histoire est-elle par essence malade et pathogène parce que discriminante, introduisant dans le genre humain la division par groupe et par affinité? Et donc, la connaissance historique peut-elle être un antidote? Récemment, vous le savez, des historiens s'attachent à dépasser le cadre national. Ce serait celui-ci qui créerait les dérives de l'histoire, conférant à chaque communauté un sentiment de supériorité à l'origine des conflits, des préjugés, des racismes en tout genre. C'est l'histoire mondiale ou mondialisée qui entend montrer que ce qu'a vécu tel ou tel État occidental l'a été aussi par telle ou telle communauté extra-européenne. En France, un homme comme Patrick Boucheron a construit sa renommée et sa carrière sur cet artifice, avec une histoire du monde au XVe siècle et une histoire mondiale de la France. Il s'agissait de découvrir le caractère factice du cadre national pour penser le temps. L'entreprise est séduisante, mais elle n'échappe pas aux reproches tant méthodologiques qu'intellectuels. Et là aussi, cette histoire engendre de faux souvenirs. Elle ne rend pas les nations amères puisqu'elle les disqualifie, mais elle contribue davantage encore à la confusion intellectuelle en ne faisant que du nominalisme. L'histoire devient une sorte de carrière inépuisable, de reconfiguration des récits, une combinatoire d'autant plus ouverte que les historiens ne cessent de mettre en garde contre la tentation téléologique.
Les historiens aujourd'hui passent leur temps à dire « attention, ça aurait pu se passer autrement ». Les choses, oui, auraient pu se passer autrement, certes, mais le dur de l'histoire, ce qui nous gêne en fait profondément, c'est que les choses se sont passées comme elles se sont passées. Wie es eigentlich gewesen ist, comme le disait Rank. Alors, basculerait-on ici dans un positivisme facile qui ferait de l'historien juste un chroniqueur des faits? Le recul de la confiance en l'histoire apparaît comme une des manifestations de la crise de la vérité. Tel est l'avis que formule dès les premières pages Henri-Irénée Marrou dans son célèbre livre de 1954 de la connaissance historique. Ce petit livre, écrit Marrou, se présente comme une introduction philosophique aux questions fondamentales. Quelle est la vérité de l'histoire? Quels sont les degrés, les limites de cette vérité? Quelles sont ses conditions d'élaboration? En un mot, quel est le comportement correct de la raison dans son usage historique? L'ouvrage, on le sait, a une portée considérable. Depuis 1954, il s'est diffusé à plus de 90 000 exemplaires dans l'édition première et ensuite les différentes éditions de poche. Très vite, il s'est imposé comme une proposition dépassant le positivisme étroit de la Sorbonne de la Troisième République et surtout, il a ouvert dans la tradition intellectuelle française une voie nouvelle, celle qui ne délie pas la démarche de l'historien de ses engagements avec sa philosophie et ses valeurs. Voie étroite, chemin de crête que certains jugeront tendancieuse. Dans le livre, Marrou rejette l'objectivité positiviste liée à la neutralité de l'historien et revendique la sympathie de l'historien pour l'objet qu'il étudie. Alors, entendons-nous bien, la sympathie non pas comme adhésion, parce qu'on pourrait imaginer effectivement qu'un historien du nazisme a de la sympathie pour le nazisme. La sympathie, c'est effectivement la sympathie avec le passé, et essayer de comprendre ce qu'a été cette période. Mais cette voie sera reprise et explorée, et je pense notamment au petit livre de Joseph Ours, La valeur de l'histoire, publié en 1954 et qui a fait l'objet de 3 rééditions. Et Joseph Ours, qui était, alors, je le signale, il était professeur de Cagnes au lycée du Parc à Lyon, et il a été notamment le maître de Maurice Agulon. Et Maurice Agulon reconnaît tout ce qu'il lui doit. Pour Marrou, l'élaboration, je cite, de la vérité historique est le fruit d'un processus complexe qui plonge ses racines à l'arrivée et déjà au départ dans ce qu'il y a de plus profond au sein de la pensée de l'historien, sa Lebens- und Weltanschauung, sa philosophie générale. Tout au long de son enquête, Marrou rappelle les protocoles qui caractérisent la démarche de l'historien, la collecte et l'analyse des documents, leur interprétation et leur explication, l'usage du concept. Mais il ne cesse de dépasser l'école positiviste en soulignant l'enjeu existentiel de l'histoire, sa dimension de rencontre avec autrui, son refus du déterminisme historique. Il croise la démarche du professionnel avec une philosophie de la connaissance et de l'homme. Significativement d'ailleurs, le premier chapitre du livre est consacré à l'histoire comme connaissance. Rappelant le large éventail des pratiques historiennes, de l'érudit attaché à la toilette du document, où, je cite, les nobles esprits épris de vastes synthèses embrassant d'un vol d'aigle d'immenses tranches de devenir, fin de citation, Marrou propose une définition apparemment anodine de l'histoire. L'histoire, c'est la connaissance du passé humain. Le terme connaissance est mis en avant parce qu'il révèle l'enjeu de l'enquête et du travail. Je cite, « L'histoire se définit par la vérité qu'elle est capable d'élaborer. » Et le mot connaissance convoque en effet les notions de validité et de vérité. Il s'agit moins d'ailleurs dans l'esprit de Marrou d'un résultat acquis d'avance que d'un effort, d'une tension qui doit habiter l'historien. La méthode, elle est juste là pour permettre de garantir une connaissance scientifiquement élaborée. Alors, laissons de côté les aspects techniques de la méthode, qui ont leur importance, je ne le sous-estime pas, et approfondissons encore la notion de connaissance du passé. Pour Marrou, connaître le passé, c'est l'explorer dans son étrangeté, dans sa complexité, dans la distance qui s'intercale entre ce temps ancien et ce moment présent de l'historien. L'objectivité n'est pas seulement une somme de procédures méthodiques,
elle est l'acceptation de la diversité des sociétés humaines dans leur organisation, leur système de croyances et de valeurs, leurs principes politiques, leurs connaissances. L'enjeu est, nous explique Marou, la compréhension directe de saisies par l'intérieur, actions, pensées, sentiments, et aussi toutes les œuvres de l'homme, les créations matérielles de ces sociétés et de ces civilisations, œuvres au travers desquelles nous atteignons leur créateur, en un mot, le passé de l'homme en tant qu'homme. L'histoire, poursuit l'historien de Saint-Augustin, est la relation, la conjonction établie par l'initiative de l'historien entre deux plans d'humanité. Le passé vécu par les hommes d'autrefois, le présent où se développe l'effort de récupération de ce passé au profit de l'homme et des hommes d'après. Cette définition a le mérite, à mes yeux, de désinstrumentaliser l'histoire pour en faire non plus un étendard ou une collection de slogans, mais une connaissance, une science de l'homme et des sociétés. Sciences humaines, sciences sociales, ces deux expressions ont aujourd'hui remplacé l'ancienne formule des sciences morales, c'est-à-dire de ce qui mettait en branle les fondements humains des comportements sociaux, économiques, politiques. Avec Marou et tout son héritage, qu'il soit direct ou indirect, et il faudrait, pour être plus complet, étudier avec attention les productions historiographiques postérieures, l'histoire a gagné en épaisseur et en valeur. La tentation est grande de transformer l'histoire en un champ de bataille, où pourraient être rejouées et gagnées certaines parties perdues, ou en instrument de mesure par rapport à un idéal. C'est le fameux « c'était mieux avant ». Pour les nations européennes, l'histoire est à la fois le socle d'une identité collective, le réservoir d'émotions, le terreau de revendications, l'étalon de la grandeur, mais aussi le tribunal face à des périodes sombres. Rien de nos passés nous échappe. Nous les connaissons et les transformons en motifs de fierté ou en cause de culpabilité. On a progressivement relégué l'idée de l'histoire comme science morale pour n'en faire plus qu'une morale ou une politique. Mais il est vrai que l'expérience tragique du XXe siècle a cassé l'idée de progrès et que l'Europe, qui se vantait d'être à l'avant-garde de la modernité, a été brutalement ramenée au rang historique de civilisation périssable. Vous aurez reconnu là le motif valérien. Partout où l'esprit européen domine, on voit apparaître le maximum de besoins, le maximum de travail, le maximum de capital, le maximum de rendement, le maximum d'ambition, le maximum de puissance, le maximum de modification de la nature extérieure, le maximum de relations ou d'échanges. Cet ensemble de maxima est Europe ou image de l'Europe. Mais cette réflexion sur la crise de l'esprit commençait par ces mots prophétiques. Nous autres civilisations, nous savons désormais que nous sommes mortels. C'est 1919. Face à l'histoire avec un grand H, la connaissance historique. Autrement dit, face aux séductions fallacieuses de récits en partie vrais mais passés, il faut opposer la quête inquiète de l'intelligence qui entretient un rapport critique non seulement avec le passé, mais aussi avec le présent. La connaissance historique nous propose un double défi. Travailler en artisan de vérité à une meilleure compréhension, et j'allais ajouter une compréhension utile du passé. Se regarder avec distance pour ne pas nous croire nous-mêmes parvenus au stade ultime de l'histoire. D'un côté, une ambition considérable, de l'autre, une modestie politique et temporelle qui rappelle notre condition dans le temps et dans l'espace. À notre tour, nous deviendrons des sociétés difficilement intelligibles pour les femmes et les hommes qui nous succéderont et s'interrogeront à notre sujet. Acceptons de ne pas avoir le dernier mot de l'histoire, même si faisant l'expérience de la contemporanéité. Mais attention, cette expérience de la contemporanéité, tous nos prédécesseurs l'ont faite. Thucydide est un historien du contemporain. Nous avons, nous devons avoir le sentiment, nous devons éviter d'avoir le sentiment d'être en surplomb par rapport à ce passé qui nous précède. Nous ne sommes en réalité qu'un bout de la chaîne, et pas le bout ultime. Nous ne sommes qu'un maillon. Il est temps de conclure.
La pensée de Paul Valéry s'inscrit dans une conjoncture précise, qui court de la Grande Guerre à la Seconde Guerre mondiale. Dans Regard sur le monde actuel, il se fait le défricheur et le déchiffreur de ce que plus tard on nommera la mondialisation. Dans sa critique de l'histoire, il ajoute, je cite, « Les phénomènes politiques de notre époque s'accompagnent et se compliquent d'un changement d'échelle sans exemple, ou plutôt d'un changement d'ordre des choses. Le monde auquel nous commençons d'appartenir, hommes et nations, n'est qu'une figure semblable du monde qui nous était familier. Le système des causes qui commande le sort de chacun de nous, s'étendant désormais à la totalité du globe, le fait résonner tout entier à chaque ébranlement. Il n'y a plus de question finie pour être finie sur un point. Les grandeurs, les superficies, les masses en présence, leurs connexions, l'impossibilité de localiser, la promptitude des répercussions imposeront de plus en plus une politique bien différente de l'actuelle. Ce texte est publié en 1931. Face à un bouleversement dont il aperçoit, mieux même dont il conçoit l'ampleur, Valéry entend disqualifier une histoire en retard et par là une politique archaïque. Je cite encore Paul Valéry. « Les effets devenant si rapidement incalculables par leur cause et même antagonistes de leur cause, peut-être trouvera-t-on puéril, dangereux, insensé désormais de chercher l'événement, d'essayer de le produire. » Eh bien, appliquez cette phrase à l'analyse de la guerre froide et vous avez un élément de grille de lecture. Je continue. Peut-être l'esprit politique cessera-t-il de penser par événements, habitudes essentiellement dues à l'histoire et entretenues par elle. Et Paul Valéry de nous dire avec exactitude ce que nous vivons en ce moment même en Europe depuis le 24 février dernier. Je cite. « Ce n'est point qu'il n'y aura plus d'événements, il y en aura d'immenses. Mais ceux dont c'est la fonction de les attendre, de les préparer ou d'y parer, apprendront nécessairement de plus en plus à se défier de leur suite. Il ne suffira plus de réunir le désir et la puissance pour s'engager dans une entreprise. Rien n'a été plus ruiné par la dernière guerre que la prétention de prévoir. » Alors il y a une chose qui est claire, c'est que Poutine n'a pas lu Paul Valéry. L'histoire, comme source de sagesse ou d'inspiration, est prise en défaut. Elle prolonge comme un anachronisme des solutions anciennes. Et n'est-ce pas ce à quoi nous assistons sidérés depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie? Ce retour aux temps anciens, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce que nous disent nos responsables politiques, qui sont désormais notre temps, montre à la fois l'imprévisibilité de l'histoire et la tentation qu'elle exerce comme faux miroir de grandeur et de puissance aux peuples et aux nations. En allant chercher du côté de Marou un enseignement sur la valeur de la connaissance historique, j'entendais proposer une discipline intellectuelle pour nous protéger de cette tentation et un instrument pour comprendre le passé, mais aussi notre présent comme futur passé. Quand, réfléchissant au thème du colloque Foi et Culture 2022, je proposais ce thème de l'histoire comme réconciliation, je voulais aussi poser un acte d'espérance et affirmer qu'il était possible de faire de l'histoire un dépassement et non un recommencement, à condition d'engager toute sa condition humaine, individuelle et collective, au service de cette mission. Que Marou soit un historien chrétien, c'est-à-dire un croyant qui sait que le dernier mot de l'histoire sera le mot de Dieu, et que de ce mot, nous avons eu une annonce en Israël et en la personne du Christ, et donc que nous savons qu'il est au croisement de la souffrance et de la réparation, des larmes et de la consolation, du désespoir et du salut, n'est pas étranger au choix intellectuel que j'ai posé devant vous. Les chrétiens ont, face à l'histoire comme temps et à l'histoire comme déchiffrement de ces temps, une responsabilité singulière. Leur contribution à la vie collective doit être habitée, hantée même, par cette urgence de la paix et de la réconciliation. Nous savons combien il en coûte, mais nous savons aussi, nous, Européens, déchirés et réconciliés, qu'il n'est pas d'autre chemin vers l'avenir, c'est-à-dire vers la vie en commun qui triomphe de la mort que nous savons nous donner les uns aux autres. Le sang
qui a irrigué nos terres entre 1914 et 1918, entre 1939 et 1945, a fécondé dans la douleur la recherche de la paix. Puissent les terres de sang décrites par Timothy Snyder, c'est-à-dire la Pologne, l'Ukraine, la Lituanie, le Bélarus, et donc au premier rang aujourd'hui l'Ukraine, connaître une évolution semblable. Cela prendra du temps, c'est le secret de l'histoire que les femmes et les hommes ont à écrire aujourd'hui. Il me revient de dire quelques mots pour terminer cette rencontre. Ce matin, je commençais en disant que mon propos serait grave, et je crois que ce n'est pas que mon propos qui était grave, c'est la réalité qui est grave et inquiétante, et en particulier ce que nous avons dit cet après-midi le manifeste bien. Il a été question de l'histoire manipulée. On a parlé aussi de la vérité instrumentalisée, voire détruite. Vous savez qu'on parle aussi parfois de la post-vérité. On peut dire que la post-vérité, c'est un vrai mensonge, simplement. Mais cela désigne, je crois, un certain nombre de points d'attention. Je le dis, voilà, c'est pas ici, et dans un lieu plutôt de réflexion que l'on va s'engager de manière collective, mais je le dis au moins pour une attention plutôt personnelle. D'abord, un combat contre l'à peu près. Et je dirais l'à peu près du vocabulaire. Tout à l'heure, on parlait du péché, mais ce mot religieux ne peut pas tout dire. Il y a aussi des crimes et des délits. Et les choses se croisent, certes, mais il faut aussi qu'on puisse être rigoureux sur le vocabulaire et employer ce vocabulaire qui ne s'identifie pas mais qui se croise, dit aussi une responsabilité devant la justice civile des peuples, mais aussi pour les croyants devant la justice de Dieu. Aussi un point d'attention ou un combat dans le choix de la rigueur et du travail. Et ceux qui sont intervenus et celles qui sont intervenues ont manifesté cela. Et c'est le fruit de leur travail. Donc rigueur et travail contre eux, la propagande. Et puis aussi la crainte des slogans. J'ai en mémoire une parole du théologien Hans Urs von Balthasar qui disait « Lorsqu'il n'y a plus d'idées, il reste les slogans ». Donc, on est aussi devant la difficulté, sans doute plus large, et qui est celle sans doute de notre génération, de nos générations, pour nos pays, pour la France aussi, à dire un dessein ou un destin. Alors qu'on ne sait plus dire un dessein ou un destin, qu'est-ce qui reste? La com, avec je le dis de manière péjorative, ou bien il va rester des règlements et des procédures. Mais cela ne remplace pas le destin et le dessein. On a pourtant besoin de souffle, de rêve, de projection. Et on a besoin aussi, je crois, ce mot est employé plusieurs fois, nous avons besoin de rêve. Et lorsqu'on emploie ce rêve, on accepte aussi de passer sous l'analyse des rêves, avec tout ce que nous connaissons de cela. L'analyse des rêves, sans imaginer d'ailleurs purifier notre inconscient. La pureté est toujours un grand danger. Il ne s'agit pas de purifier notre inconscient, mais d'interroger nos rêves. Est-ce que nous rêvons sans les autres? Est-ce que nous rêvons contre les autres? Ou est-ce que nous préférons rêver avec? Ce ne sont que des mots, mais qui, je crois, peuvent nous interroger. Sinon, s'il n'y a pas ce forme de questionnement, on tombe ou on verse dans la revanche, le ressentiment. Certes, on pourra dire au profit des humiliés, mais ils seront à ce moment-là instrumentalisés. On peut verser dans l'endormissement de la distraction, et ça marche bien. Ou bien on peut aussi verser dans la projection en dehors du réel. Quelqu'un a parlé de l'opium, et les religions peuvent être cet opium qui nous projette en dehors du réel. On a donc besoin de rêver. Et je préfère ce mot, qui a été employé plusieurs fois, ce mot à celui de dessein ou de destin, qui peut faire le lit de toutes les manipulations. Parce que le rêve, il est sans doute peu manipulable. Parce que, par définition,
il est complexe, il est mélangé, il ne peut pas être saisi ou enfermé. Alors, rêver, je reprends le titre du colloque, hein, rêver de réconciliation. Rêver de réconciliation. Peut-être plus en rêver que de trop vite en parler. La réconciliation, c'était souligné ce matin, n'est pas une déclaration, elle est d'abord un chemin. Elle est d'abord un chemin. Rêver de réconciliation, ça passe, je crois, par plusieurs attitudes. D'abord, par construire la réconciliation dans l'humilité des rencontres. Dans l'humilité des rencontres. La rêver, la réconciliation comme un horizon possible, et, je l'espère, la recevoir comme un don. La recevoir comme un don. Je me pose la question, avons-nous le droit de nous poser comme auteurs de réconciliation? Le risque, c'est le risque alors de la puissance. On va imposer la réconciliation. On aurait par définition une idée et un processus qu'on voudrait imposer aux autres. Donc avons-nous le droit, je ne pense pas, de nous poser comme auteurs de la réconciliation. Mais nous avons le droit, et je crois le devoir, de tendre la main, en respectant la liberté de l'autre qui peut ne pas la prendre. Et nous avons aussi le droit, et sans doute pas le devoir, là c'est un droit, de recevoir la main qui se tend vers nous. Je terminerai par une considération plus théologique. Vous savez, je crois que la théologie n'a qu'un seul motif, interroger nos idées sur Dieu. Et nous redire toujours, et je crois aussi même dans le royaume de Dieu, que Dieu sera plus grand, que Dieu est toujours plus grand. Et la théologie n'a que cela comme but, interroger nos représentations de Dieu. Ce Dieu plus grand, c'est celui auquel qu'on essaie de chercher par la raison, mais aussi de bien d'autres manières, par la beauté, la musique, les arts, qui sont aussi ces lieux où Dieu se dit autrement que par la raison, sans opposer à la raison, mais aussi par ce chemin. La théologie nous interroge sur Dieu, et je crois que, comme croyants, qu'elle nous conduit à toujours nous interroger sur nous-mêmes, à pratiquer le doute systématique, qui n'est pas le vain chemin de la déconstruction ou du wokisme, si on veut, mais le doute systématique qui est cette interrogation d'abord sur soi-même et sur nos représentations, nos projets et nos idées. Comprenons par là et reconnaissons que nous grandissons et nous grandirons en nous laissant toujours ajuster. Aujourd'hui, certains ont parlé, beaucoup ont écouté. J'étais plutôt du côté de ceux qui écoutaient, et c'est quand même bien parfois pour un évêque d'être du côté de ceux qui écoutent, parce que souvent il faut qu'il parle, je le fais un peu quand même, il faut qu'il parle, et sans doute de sujets qu'il ne maîtrise pas toujours très bien, et c'est bien d'écouter, mais je crois que ça rejoint le premier commandement de l'Écriture donné à Israël, écoute Israël, et que reprend le Seigneur Jésus. Quel est le premier commandement ? Alors on dit souvent, quel est le grand commandement ? On dit aimer son prochain, aimer Dieu comme soi-même. Non. Quel est le premier commandement ? Écoute Israël. Et je crois que l'écoute, mais comme le dit le pape François, écouter c'est autre chose qu'entendre. On entend. Écouter c'est autre chose qu'entendre. Mais je crois qu'écouter, et c'est de l'ordre d'une conviction, parce que c'est aussi les convictions qui nous font avancer. Écouter toutes les paroles, quelles qu'elles soient, dans un cadre justement où on respecte les paroles. Je crois que nous sommes dans un lieu où c'est possible. Écouter nous aide chacun à vivre ce chemin, le chemin qui est le lieu des réconciliations possibles, quand elles seront possibles. Je remercie donc à tous les membres de l'Observatoire d'avoir animé et organisé cette journée, et je remercie à tous ceux et celles qui sont intervenus aujourd'hui. Merci à tous.